Alors bonjour à tous, je vais vous parler donc de bénéfices prothétiques des patients qu'on a expérimenté par IA et comment on va pouvoir maximiser nos chances de succès par l'appareillage. Donc mes liens d'intérêt, je suis salariée d'Amplifon et c'est une étude qu'on a fait avec le groupe Amplifon. Donc déjà, pourquoi utiliser les big data? Déjà, pour essayer de mieux comprendre les résultats de nos patients, c'était notre premier objectif, et de savoir quels étaient les facteurs prédictifs du résultat prothétique. Qu'est-ce qui permettait de déterminer le résultat qu'on allait pouvoir avoir. Et ensuite, bien sûr, de quantifier l'impact de chaque facteur sur les résultats pour optimiser et personnaliser la prise en charge de nos patients. Il y a toute une partie où ça va être les données biographiques du patient, qui nous a permis de mieux les connaître. Et ensuite, toute la partie paramètres technologiques. Et enfin, pour essayer d'établir des guidelines pour optimiser nos résultats prothétiques. Donc, les analyses qu'on a fait, c'est via des techniques d'IA avec plusieurs étudiants avec qui on a collaboré en mathématiques appliquées. Et on a utilisé deux principaux modèles, le XGBoost et les Shape Value, qui vont permettre de déterminer l'impact de chaque facteur sur les résultats de l'appareillage. Donc les données qu'on a pu extraire, ce sont tous les patients de plus de 50 ans qui sont venus pour faire un test ou un essai d'appareillage entre 2018 et 2021 dans les 720 centres Amplifon. Donc de cette population totale, on a extrait les patients appareillés et ceux qui ont une audition symétrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 777 000 patients environ qui ont cette audition symétrique, adultes et appareillés. De ces données-là, on a pu extraire donc leur âge, le sexe, le score EDI, donc ça c'est l'index de déprivation, savoir quel est leur contexte socio-économique, les antécédents qu'ils ont déclarés, donc est-ce qu'ils ont été exposés au bruit, est-ce qu'ils ont des acouphènes, est-ce qu'ils ont du diabète, leur perte auditive moyenne, leur niveau de compréhension dans le calme et dans le bruit, la technologie avec laquelle ils ont été appareillés et les réglages qu'on a pu obtenir, donc c'est les gains de l'appareillage, gains prothétiques, le stéréoéquilibrage et le niveau d'observance à 1 mois. Donc la répartition entre les hommes et les femmes était quasiment équivalente dans la cohorte, pour un âge moyen de 73 ans et une perte auditive initiale de 50 dB. Donc voilà, c'est cette extraction qu'on a fait. La partie questionnaire pour les acouphènes, l'exposition au bruit et les antécédents, l'audiométrie tonale par demi-octave, la compréhension dans le calme avec une vocale adaptative avec des listes de mots disyllabiques de Lafond et la vocale en bruit avec le test de Hint pour une norme de -1 décibel. Donc quand on regarde les résultats globaux de la cohorte, on a trouvé une amélioration globale pour l'ensemble de la population, avec un gain moyen de 11 décibels dans le calme et avec un gain moyen de 3,1 décibels pour la compréhension dans le bruit. Donc bien sûr, on voit que plus la perte auditive augmente, plus le gain est important pour les patients. Si on s'intéresse maintenant aux facteurs qui vont être déterminants, ceux sur lesquels on va pouvoir agir, on en a catégorisé sous 3 catégories. On va avoir tout ce qui va concerner le niveau technologique, donc ça va être par exemple le fournisseur, le fabricant, ou ce qu'on a appelé Ampli Solutions, qui va concerner la gamme de l'appareillage. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être partie plutôt réglage dans les facteurs déterminants, donc le stéréoéquilibrage qui a été réalisé, et ensuite tout ce qui est niveau d'amplification. Donc, sur cette représentation de Shape Value, on a tous les facteurs avec leur niveau d'impact en fonction de leur influence sur les tests de compréhension dans le calme et les tests de compréhension dans le bruit. Donc on voit que dans les tests de compréhension dans le calme, on a ces 3 catégories, donc la technologie, l'impact du stéréoéquilibrage et l'amplification. Et dans le bruit, on va trouver uniquement favoritairement la technologie et le stéréoéquilibrage. Le test qu'on va faire de compréhension dans le bruit, c'est un test qui va être à des niveaux supraliminaires. Donc on a moins l'effet de l'amplification qu'on peut avoir dans les facteurs déterminants, comme les tests de compréhension dans le calme.
Donc j'ai fait une parenthèse sur tous les facteurs qui vont être plutôt biographiques, sur lesquels on ne peut pas agir, ceux qui vont être modifiables par l'audioprothésiste et tout ce qu'on va faire au niveau du choix de l'appareillage et les réglages qu'on va pouvoir appliquer. Donc là, on va avoir sur cette représentation de Shape Value, on va avoir tous les patients qui vont être représentés avec soit plus on va augmenter, plus on va vers le rouge, en fait, plus on augmente. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la gamme, les points bleus, ça va être la représentation graphique des patients qui vont être appareillés plutôt avec un appareil entrée de gamme, et plus on va vers le rouge, plus on a monté en gamme. Au niveau du fabricant, on avait fait un choix de numérotation du fabricant, donc visualisé comme ça, on voit qu'il y a des différences, mais on ne peut pas encore l'interpréter. Et ensuite, on va avoir la représentation du gain. Ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est qu'on peut voir que, en fait, plus on va aller vers la droite, plus on va avoir une amélioration pour le patient. Donc sur les 3 premiers critères, je vous les redéveloppe juste après, mais ce qu'on peut voir, c'est que dès que le stéréoéquilibrage est fait, donc dès que ça apparaît en rouge, on a forcément une amélioration du résultat de l'appareillage. Il en est de même pour l'observance, plus l'appareil est porté, meilleurs seront les résultats. Donc là, on a pu déterminer que l'utilisation moyenne, elle était à partir de 9 heures par jour pour voir une réelle amélioration des résultats prothétiques des patients. Donc là, si je vous fais un petit focus sur le stéréoéquilibrage, donc là, la représentation qu'on va avoir, c'est plus on va être vers le bas, plus le niveau de performance va être important. Donc on a pris les patients qui avaient bénéficié d'un stéréoéquilibrage et ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Ici, on va avoir l'axe du 0. Plus on est en dessous du 0, plus les patients sont améliorés. Toute la représentation des points en bleu, ça va être les patients qui vont avoir une surdité légère et les patients qui sont représentés en rouge, les patients avec une surdité plus importante. Donc on voit que pour la compréhension dans le calme, quand la surdité est peu importante, on a peu de différence entre ceux qui ont bénéficié du stéréoéquilibrage et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Par contre, dès qu'on est sur des pertes auditives un peu plus importantes, là on voit qu'il y a une réelle différence. Une différence qu'on peut dire comme significative, et d'autant plus dans un environnement dans le bruit. Donc dans l'environnement dans le bruit, dès que le stéréoéquilibrage est réalisé, quel que soit le niveau de la perte d'audition, on constate qu'il y a une amélioration. Et ça, c'est d'autant plus valable à partir des patients qui vont avoir une perte auditive moyenne oreille nue de plus de 47 décibels. Donc dans tous les cas, réaliser le stéréoéquilibrage permet d'améliorer la compréhension dans le calme et dans le bruit d'au moins 20%. Suite à ça, comme je vous ai présenté tout à l'heure, au niveau des résultats, au niveau du gain du fabricant, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment conclure. La première analyse qu'on a fait en 2022 sur l'ensemble de la cohorte nous donnait des premiers éléments qui nous ont orientés à vouloir faire une approche par clustering, c'est-à-dire à utiliser des profils auditifs pour pouvoir étudier profil par profil plutôt qu'en perte auditive moyenne générale. Et on s'est focalisé sur les résultats de la compréhension dans le bruit, puisque c'est quand même la demande principale de nos patients au quotidien. Donc on est parti d'une première étude qui nous a permis de définir des profils auditifs. Donc c'est un article de Judith Dubneau qui a catégorisé en fonction de la même paire d'audition, mais des approches physiopathologiques un petit peu différentes. À partir de là, on a défini des profils auditifs avec l'expertise du professeur Fraisse et du professeur Avant, et on a défini 11 clusters. Sur ces 11 clusters, on a réparti l'ensemble des 77 000 patients dans ces clusters-là, et on en a retenu 5 ici, qu'on va présenter par la suite, parce qu'ils représentaient plus de 1000 patients par groupe, ce qui nous permettait de pouvoir faire des analyses intéressantes par la suite. Donc déjà, quand on a étudié la population globale, on a remarqué qu'on avait une amélioration. Là, on a pris uniquement les patients qui avaient un test de compréhension dans le bruit dégradé, donc au-delà de 3 décibels par rapport à la norme de notre test. La norme est à -1, donc avec des SNR supérieurs à 2 décibels avant l'appareillage. Et donc on a constaté que sur ces patients qui avaient une vocale dégradée, on remarque que dans l'ensemble de la population, on a une amélioration de 75%. 20% des patients qui n'ont pas un gain supérieur à 2 décibels, donc on les a considérés comme stagnants, et 3% des patients qu'on dégrade. Donc on peut voir qu'en fonction de leur profil auditif, en fonction du cluster, on n'a pas le même pourcentage d'amélioration.
Et puis on s'est intéressé, donc qu'est-ce qui différenciait en fonction du cluster? Donc, comme je vous le disais, dans la première analyse de 2022, on avait des différences en fonction du niveau de la gamme. Donc là, c'est toujours la même chose. Plus on va vers le bas, plus on a un résultat qui va être meilleur. Les patients à surdité légère en bleu et les patients à surdité plus importante en rouge. Donc là, on se rendait compte que dans la compréhension dans le calme, plus on augmentait la gamme, plus on réalisait qu'on avait une amélioration. Et pareil, dans la compréhension dans le bruit, on avait une amélioration, plus on augmentait en gamme, d'autant plus vrai sur les niveaux de gamme 5. Lorsqu'on a fait l'approche par cluster, à ce niveau-là, on s'est rendu compte, on a fait un petit focus sur les patients qui seraient potentiellement dans les critères d'implantation cochléaire, et on se rend compte que le niveau de la gamme, d'autant plus sur ces niveaux de perte d'audition, permet de sortir des patients en les passant en haut de gamme sur ces patients à profil où on se dit en limite avec l'appareillage auditif et qui pourraient potentiellement rentrer dans des bilans d'implantation cochléaire. Donc on voit que le choix de la gamme a un impact en fonction du profil auditif et du niveau de perte d'audition. Si on s'intéresse maintenant au choix du fabricant, dans les premières analyses qu'on avait fait, il en ressortait qu'il y avait une marque qui se détachait un petit peu plus que les autres, mais encore une fois, on voyait que dans certains groupes, en fonction de la perte d'audition, c'était vraiment très mélangé. Donc ce qu'on a étudié, c'est les différents clusters qu'on retrouve là, A, B, C, D, E, et les fabricants. Mais on se rend compte que voilà, quand on a toutes les marques en fonction du profil auditif ne se valent pas. On a considéré que on a mis 1 étoile lorsque les résultats étaient partiellement bons dans ce groupe-là, et 3 étoiles quand vraiment le fabricant collait parfaitement bien avec le profil physiopathologique concerné dans ce cluster-là. Donc on peut conclure de cette analyse par rapport au choix du fabricant que nous avons pas finalement un fabricant qui peut correspondre à tous les profils physiopathologiques, mais que entre 2 et 3 fabricants, c'est des données qui commencent à être intéressantes pour pouvoir appareiller tous les patients que nous avons. Si on regarde l'impact du gain, sur les résultats de 2022, on avait pu déterminer par ordre de priorité le niveau auquel il fallait obtenir le gain appareillé. Donc on l'avait priorisé par fréquence dans la compréhension dans le calme et dans le bruit. Ce dont on se rendait compte, c'est que pour optimiser la compréhension dans le bruit, c'était intéressant d'avoir un seuil appareillé inférieur à 25 décibels, et notamment sur les fréquences de la compréhension pour la compréhension dans le bruit. Puis quand on a essayé d'analyser cluster par cluster, donc là ce que vous avez, c'est uniquement les patients qui ont les 10%, donc les best performers, les 10% les meilleurs. C'est leur profil auditif oreille nue en orange, et en vert, on va avoir les gains appareillés. Mais là, on était quand même assez surpris de voir que, par exemple, pour des seuils à 4000 Hz, en fonction du profil auditif du patient, on n'avait pas finalement le même gain optimisé. Donc ça, c'est ce qu'on a considéré aujourd'hui comme des abacs, en se disant si on a obtenu ce résultat appareillé en termes de gain, même si avec toutes les limites du gain prothétique tonal qu'on connaît, on peut considérer qu'on l'a ramené dans des seuils qui vont lui permettre d'améliorer sa compréhension dans le bruit. Donc, ce qu'on peut aujourd'hui analyser, c'est que pour un niveau de perte auditive tonale moyen, on va avoir des clusters qui vont être complètement différents, des profils de patients complètement différents, et pour lequel le déterminant, donc le facteur principal qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir agir, est complètement différent. Donc aujourd'hui, le raisonnement qu'on doit avoir, c'est un peu celui qu'on a dans notre pratique tous les jours, c'est de se dire comment on peut optimiser, sur quel facteur on peut agir en personnalisant notre prise en charge. Donc j'avais mis, si j'avais le temps, mais je vois que j'ai pas le temps, tout ce qui concerne des facteurs biographiques, donc je passe rapidement. Je vais aller directement à la conclusion. Donc la conclusion, c'est que les résultats globaux qu'on a pu avoir, c'est qu'on montre une amélioration significative, tant dans les niveaux d'amélioration que dans les pourcentages de population qu'on améliore. Que l'étude par cluster, elle nous a donné plus de finesse pour adapter les niveaux technologiques et les réglages en fonction du profil auditif du patient. Et là, dans la suite de nos analyses, on va poursuivre avec l'analyse des surdités asymétriques qui ont d'autres problématiques tout aussi intéressantes. Merci pour votre attention. Merci.
Du coup, on va enchaîner, on n'a pas le temps pour les questions. Ça marche. Mais je te transmettrai les questions, vous aurez les questions sur les cahiers. Et j'appelle Christophe Michel. Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie le collège de l'invitation à parler. Donc, on m'a invité à parler de l'IA, des apports et limites de l'IA dans les aides auditives. Je suis employé par un fabricant. Je bosse dans le département de R&D. Alors, si on pose... Ah oui, au fait, la façon dont je vais gérer le conflit d'intérêts, c'est, je ne vais pas vous montrer, on ne va pas parler de fabricant en particulier aujourd'hui, on va être à un niveau de généralité plus élevé. Et je ne montrerai pas d'image d'aide auditive fabricant. Ça a été généré par l'IA, donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à identifier la marque ou si le dôme vous paraît un petit peu bizarre. Donc, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Quand je dis les dernières années, les 10 dernières années en gros, dans les aides auditives. Vous les avez constatés, je pense, dans les produits. Là, on a vu apparaître des capteurs ou senseurs tels que des détecteurs de mouvement dans les aides auditives. On a vu une amélioration du design mécanique avec un accroissement de la robustesse et de l'isolation des aides auditives par rapport à l'humidité et la poussière. On a vu des progrès dans la connectivité, on a vu des progrès dans les accessoires, on a vu des progrès dans les applis mobiles et des progrès dans les durées de vie quotidiennes des batteries qui sont liées à des améliorations d'une part des processeurs et d'autre part des algorithmes, des optimisations. Donc ça fait beaucoup de choses, mais on va pas parler de tout aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux derniers, donc les algorithmes et les processeurs. Alors évidemment, quand on parle de progrès dans les algorithmes et les processeurs, ces dernières années, on va dire ces 2-3 dernières années, ce qui a retenu l'attention évidemment de tout le monde, ce qui inquiète et ce qui fait rêver, c'est l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu un fourre-tout, l'intelligence artificielle, à vrai dire. Nous, les ingénieurs dans les départements de R&D, entre nous, on ne parle pas d'IA. On a des algorithmes spécifiques auxquels on fait référence, mais l'IA, c'est un terme finalement un peu marketing, mystique, tout ça. Je vais essayer de démystifier ça ici. Et je vais vous dire, en fait, l'IA, pour moi, ça a une utilité bien précise. C'est que quand on essaye de résoudre des problèmes qui sont des problèmes du malentendant, qui sont par exemple d'audition dans le bruit, ou des problèmes d'un audio, qui sont par exemple d'aider à trouver des réglages optimales d'un appareil ou de répondre à des questions qu'on peut se poser sur une problématique particulière. On a en gros deux choix d'aujourd'hui, deux méthodes qu'on peut utiliser pour développer l'algorithme. Soit on va utiliser une approche classique, qui est finalement, on va dire, papier-crayon pour faire simple. Maintenant, on fait avec l'ordinateur, simulation et tout ça, hein, c'est pas non plus simple. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que la solution qu'on va mettre dans l'appareil, elle va être prédéfinie, ou dans le logiciel d'ailleurs, elle va être prédéfinie par l'humain. On espère que c'est un expert du domaine, par exemple un expert en traitement de signal. Pour fabriquer un réducteur de bruit, on va s'adresser à un ingénieur en traitement de signal qui va, avec son équipe, définir un algorithme. Donc avec des équations, ils vont concevoir l'algorithme dans leur cerveau et ensuite il sera implémenté dans l'aide auditive. Ça, c'était l'approche, on va dire, classique, qui a prédominé jusqu'à il y a environ une dizaine d'années. Et qui reste encore importante aujourd'hui, mais qui n'est plus la seule. Avec ça, on a en face une approche qui est dite, alors c'est ce qu'on appelle souvent IA, en fait pour nous c'est plutôt, on appelle ça l'apprentissage machine. Et là, la solution, en fait, elle est trouvée par la machine. C'est-à-dire que c'est quand même l'humain qui va programmer l'algorithme qui va trouver la solution, mais la solution est vraiment trouvée par la machine à partir d'exemples. Alors, il y a un grand nombre d'algorithmes dans ce domaine-là qui ont vu le jour ces 30, 40, 50 dernières années, si on veut remonter loin. Je vais parler que d'un ici, parce que c'est celui qui s'avère être en général le plus performant, le plus puissant et souvent de loin. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Là-dedans, vous avez les modèles de langage large tels que ceux que vous utilisez dans votre téléphone aujourd'hui quand vous posez des questions sur comment faire telle recette. Et il y a également tous les systèmes de reconnaissance automatique de parole qui nous permettent aujourd'hui de parler au téléphone.
Alors, on va prendre un exemple très concret, parce que là encore, je pense qu'au-delà de la mystique de l'IA, il y a quelque chose de vraiment utile qui s'est fait jour. Avec un exemple qui vous parlera, qui parle aux patients, même indirectement, c'est celui d'un algorithme de débruitage. Donc la problématique, c'est de partir d'un signal bruité, par exemple parole dans du bruit, et d'arriver à un signal débruité, donc par exemple parole seule. Alors comment on met ça dans une aide auditive? Alors j'ai mentionné l'approche classique. J'ai pris là pour exemple une page d'un article d'un collègue qui s'est intéressé au développement d'un type de débruiteur particulier. C'est pour montrer, c'est pas dire que c'est bête ou c'est simple, c'est très complexe, mais néanmoins un expert du domaine, quand il prend cet article-là, il est capable de dire oui, bon, je vois à peu près quelles sont les idées derrière les maths. Il y a des idées, on pense que le bruit est là, on pense que la parole est là, voilà comment on va les séparer. Mais le problème, c'est que ça reste quand même un problème très complexe pour le cerveau humain que de prendre un signal bruité, d'imaginer toutes les choses qui peuvent se passer au niveau du bruit, tous les types de bruits différents, tous les types de paroles. La position du bruit et du signal vont varier d'un moment à l'autre. Il faut tenir compte de la façon dont c'est capté par l'aide auditive, la propagation dans le milieu, la réverbération, tous ces facteurs-là. Très rapidement, on arrive à des espaces de grande dimension. C'est ce que j'ai voulu représenter un petit peu avec le graphe en bas à gauche. On va très rapidement dépasser la capacité du cerveau humain à penser vraiment tous les indices qui peuvent être utilisés par le système pour extraire le signal que j'ai mis en bleu du bruit que j'ai mis en rouge. Il va falloir donc arriver à passer de cet espace où tout est emmêlé dans un espace de très grande dimension. Là, je l'ai fait en 3D parce que le cerveau humain n'est pas très performant pour penser au-delà de la 3D. Mais on peut imaginer qu'il peut y avoir 1 million de dimensions très rapidement. Et donc, il faut arriver à séparer les points bleus des points rouges. La façon dont on va le résoudre, au lieu de demander de s'appuyer sur le cerveau humain, c'est d'utiliser un algorithme qui va apprendre par lui-même à partir d'un grand nombre d'exemples, souvent des millions d'exemples, la relation entre le signal et le bruit, là où se trouve le signal, là où se trouve le bruit et comment les séparer. Et ça, on le fait avec un réseau de neurones. Un réseau de neurones, j'ai fait un truc très basique pour ceux qui ne sont pas familiers de ces technologies-là. Maintenant, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un réseau artificiel qui fonctionne un peu à l'instar du cerveau humain, qui a un certain nombre d'entrées et de sorties. Il y a des unités cachées. S'il y a plusieurs couches, on parle de réseau de neurones profonds. C'est rarement intuitif pour l'humain. C'est-à-dire que même nous, quand on regarde en fait un algorithme qui arrive à séparer le signal du bruit et qu'on essaye de voir à l'intérieur, on ne comprend pas forcément ce que fait l'algorithme, mais néanmoins, il fait le job. Alors pour le rendre un peu plus intuitif pour vous, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un exemple de séparation linéaire. Donc on est juste en 2D, mais il faut imaginer qu'il y en a potentiellement 1 million. On a des points bleus, des points rouges, on voudrait les séparer. On va essayer avec des lignes, c'est l'approche classique, ça ne marche pas trop. On peut placer la ligne où on veut, elle ne séparera pas bien les points bleus des points rouges. Par contre, si chaque neurone est une ligne, plus on met de lignes et de neurones, on a des phénomènes de séparation dans cet espace linéaire avec des fonctions affines, et on arrive à séparer les points bleus des points rouges. Si on projette un espace de dimension n en dimension n plus quelque chose, par exemple là de dimension 2 en dimension 3, on voit qu'on peut se débrouiller pour avoir un plan, donc une séparation linéaire des points rouges et des points bleus. Il faut imaginer que c'est ce que font les algorithmes aujourd'hui, qui font par exemple du débruitage ou de la classification d'environnement sonore. Là encore un exemple, il y avait des points bleus et des points rouges. On a fait des mélanges un peu compliqués entre eux, mais suffisamment simples pour que le cerveau humain puisse les appréhender. Et on voit que le système, si on le laisse se débrouiller, apprend parfaitement à trouver où est la limite entre les deux. Et il le fait seul à partir d'exemples, d'un certain nombre d'exemples. Donc aujourd'hui, avec ces systèmes-là, on arrive à des performances théoriques, c'est-à-dire sans limite d'implémentation de puissance de calcul de mémoire qui sont quasiment parfaites. On arrive à plus de 30 dB ou 40 dB d'amélioration du rapport signal sur bruit. Il faut maintenant les mettre dans les processeurs. Comment on va faire? Il y a une approche qui est, on va dire, la première que les gens ont essayé d'utiliser, c'est de mettre ces algorithmes-là sur des puces d'aide auditive classiques, des DSP classiques, des algorithmes de traitement de signal. Et en fait, on est un peu limité en puissance souvent parce que ces processeurs-là ne sont pas optimisés pour ce genre de calcul-là, qui est du calcul matriciel à grande échelle.
Une deuxième approche, c'est de mettre en plus de la puce à côté un réseau qui est spécialisé pour le traitement de ces algorithmes-là. Il faut un bus entre les deux, donc une communication. Donc si c'est bien fait, ça peut marcher, mais potentiellement on a à nouveau des limites de consommation, rapidité et puissance. Donc l'idéal, et c'est vers quoi l'industrie tend, je pense, c'est d'intégrer en fait un accélérateur de réseau de neurones profonds directement sur la puce de l'aide auditive dès sa conception, de façon à pouvoir optimiser les calculs et donc la conso. Alors, j'ai pris un exemple parmi d'autres, sans rentrer dans le détail des chiffres. Il y a beaucoup plus on voit qu'il y a une amélioration bien plus importante du rapport signal sur bruit avec ce système-là par rapport à des systèmes classiques. En gros, les barres bleu clair, c'est ces systèmes de réseau de neurones profonds. Les barres foncées, c'est un système plus classique. Et on voit qu'on arrive finalement à briser tous les plafonds de verre qui faisaient qu'on ne pouvait pas développer des débruiteurs plus puissants jusqu'il y a quelques années. Donc ça marche, ça fait le job. Le problème qu'on a maintenant, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut avoir des performances avec ces algorithmes-là qui sont considérables, mais on se dit peut-être que débruiter entièrement un signal, ce n'est pas l'objectif du malentendant. Et il y a besoin d'avoir une certaine conscience de ce qu'il y a autour, du bruit. Quand on est dans un restaurant, certes, on veut mieux entendre la personne qui est en face de nous, mais on veut également avoir un sens de spatialité. Et donc, un des enjeux de l'industrie dans les années à venir, je pense, ça va être de trouver le bon équilibre et de vous aider à trouver le bon équilibre pour vos patients. Et là, vous aurez un rôle à jouer, je pense, qui est très important, c'est justement de où on met le curseur entre les avantages, l'amélioration du rapport signal sur bruit d'un côté et les inconvénients qui sont potentiellement perte de spatialité, artefacts qui peuvent être liés au débruitage, etc. Je vais en finir là, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on est dans une phase de transition à l'heure actuelle où on voit des solutions hybrides où finalement on a des réseaux de neurones profonds, donc des systèmes d'IA qui contrôlent des algorithmes plus classiques sur la puce, et on commence à voir apparaître des solutions monolithiques, c'est-à-dire que le réseau de neurones profonds fait tout le boulot, il a à la fois le réducteur et celui qui pilote le réducteur. On va voir, je pense, une généralisation de ces systèmes-là, c'est-à-dire que peut-être dans 5-6 ans, tous les algorithmes sur l'aide auditive seront des algorithmes de ce type-là, et on aura des solutions plurales où ils seront utilisés pour tout faire, la classification d'environnement, classification d'activité physique du patient, la directivité, les réducteurs de bruit spécialisés. Et peut-être qu'à terme, on arrivera à coordonner tout ça en un seul et même réseau maître, en quelque sorte, qui va coordonner l'ensemble de tous les traitements sur l'aide auditive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment intéressant de voir comment les choses vont se passer dans les années qui viennent. Alors, il n'y a pas de questions de la salle, a priori. Mais moi, j'en ai une. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les algorithmes et les désordres physiopathologiques? C'est-à-dire, on a tous expérimenté des algorithmes qui fonctionnent sur certains patients et qui ne fonctionnent pas sur d'autres, sans qu'on sache exactement pourquoi, même si on a des hypothèses. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés en faisant le lien entre la physiologie, la particularité de la pathologie du patient et l'algorithme? C'est une question très pertinente, parce que c'est une question que je sais les fabricants, en tout cas certains, se posent dans les départements de R&D. On se pose tout le temps la question de savoir, ok, bon, il y a cet algorithme-là qui, sur le papier, a des performances, ou sur un KEMAR a des performances optimales. Maintenant, comment est-ce qu'on va coordonner les indices qui sont fournis à la sortie de l'aide auditive, en sortie de cet algorithme-là, avec la perception du patient. Une des façons dont on essaye de résoudre cette équation, c'est une question qui reste ouverte parce qu'on ne la connaît pas, la pathophysiologie entièrement, on connaît pas, on a parlé de profil, c'était très intéressant d'ailleurs, mais c'est que les balbutiements pour l'instant de ces développements-là. Je sais qu'il y a des gens comme Paul Avant et d'autres, Jean-Charles, vous intéressez de près à essayer d'aller avec un scalpel, voir un petit peu quels sont les aspects de la pathophysiologie et comment on peut concevoir des algorithmes sur cette base-là. On n'est qu'au tout début de ça, mais c'est une question archi pertinente. Donc du coup, il y a des questions de l'Assemblée. Donc la première question, c'est dans le présent, est-ce la miniaturisation qui nous bloque à tout faire fonctionner par réseau de neurones profonds?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, pardon. En gros, est-ce que vraiment c'est un problème de place dans l'aide auditive pour finalement avoir du réseau de neurones profonds sur tous les systèmes, comme tu as dit? Alors, c'est de moins en moins vrai. On a de plus en plus des systèmes intégrés où, comme j'ai dit, il y a un accélérateur sur la puce. La puce est quand même de petite taille aujourd'hui. Donc, ça reste un des facteurs, mais ce n'est pas le principal pour moi. Il y a d'autres facteurs qui potentiellement nous bloquent. C'est la vitesse de communication entre ces systèmes-là et le reste de la puce. Il faut quand même que leur sortie soit exploitée avec les algorithmes classiques type compresseur, expansion, etc. Et puis il y a un autre truc qui est indépendant je dirais de cette technologie-là, c'est le temps de traitement. C'est-à-dire que nous, contrairement à l'industrie du téléphone, où en fait on peut attendre 1 seconde facilement pour faire le traitement, et là il faut que ça dépote, parce que sinon il commence à y avoir des coordinations visio-auditives qui sont gênantes pour le patient. C'est comme si on regardait un film mal doublé. Merci Christophe. On va passer à la suite. Merci. Désolé pour ceux qui ont posé des questions entre-temps. On va accueillir David. Bien, bonjour à tous. On va passer sur quelque chose de plus concret, audioprothétique, avec des cas de patients. On va parler de l'optimisation des réglages pour les patients avec des pertes auditives complexes dans le cas de pertes sur les hautes fréquences. Bon, ça peut englober tout. On verra surtout les surdités, pentes de ski, ce type de pertes. Mes liens d'intérêt, je travaille du coup à l'université Lyon 1 en tant que responsable de la formation d'audioprothèse. Je travaille chez Audition Conseil et je suis vice-président du Collège national d'audioprothèse. Donc sur les pertes sur les hautes fréquences, on va présenter du coup un petit peu ce qu'on peut faire pour ce type de patient. J'avais mis des profils qui sont référencés par BizGuard. On a vu que Amplifon avait aussi fait des clusters avec la super présentation de Pauline. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir sur les surdités en pente de ski, c'est l'utilisation des fréquences. On se dit, OK, habituellement, pour des normand-tendants, eh bien, c'est principalement les fréquences médium qui apportent le plus d'informations. Et du coup, une petite étude qu'on a faite il y a plus d'une dizaine d'années, on avait retrouvé que, du coup, on avait finalement 2 profils de patients. Ceux qui tiraient le maximum de l'information et de l'intelligibilité sur les basses fréquences, entre 500 et 1000 Hz par exemple, et puis d'autres malentendants, qui sont représentés en jaune, qui tiraient le maximum d'informations des fréquences médiums, comme le font les normand-tendants. Donc sur ce graphique, c'était en fait une représentation de quelle est la bande de fréquence qui est la plus utile pour le malentendant. Donc on a ces 2 profils et ça correspondait à ce qu'avait trouvé auparavant, par exemple, Fabien Seldran, qui travaillait sur l'implant électroacoustique et qui faisait des vocales filtrées, des vocales où on laisse passer que certaines fréquences. Et donc il laissait passer les fréquences les plus graves. Et du coup, ce qu'il avait observé, c'est qu'il y avait des profils de patients qui surexploitaient ces fréquences graves et qui avaient des performances du coup supérieures à des normand-tendants, parce que, en particulier, ce qui est montré ici, du coup, les personnes qui avaient une surdité type pente de ski assez tôt dans leur vie, ou même des profils plutôt progressifs, donc avec des pertes sur les aigus progressives et une conservation des fréquences graves. Donc du coup, lorsqu'on appareille des personnes avec des surdités en pente de ski, eh bien, il va falloir se poser la première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces fréquences graves? Donc en fonction des seuils,
eh bien, on va... alors parfois, on ne pourra pas rajouter de gain, il y aura une gêne pour le patient. Il y a des personnes qui ne supportent pas cette amplification sur les fréquences graves, mais pour d'autres profils, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir apporter le maximum d'intelligibilité. Et dès qu'on va avoir une perte de l'ordre de 25 à 30 décibels sur les fréquences graves, eh bien, il va falloir penser à la corriger. Alors en appareillage ouvert, on peut avoir le problème de l'effet de filtre de peine, donc il faut vérifier qu'on met suffisamment de gain pour passer au-delà. On peut le voir à la mesure in vivo par des petites vaguelettes, etc. Et puis assez vite, quand c'est possible, eh bien, on va pouvoir, avec des embouts moulés sur mesure, un petit peu mieux gérer ces choses-là. Donc je ne parle pas trop des embouts, parce que Christian Rocard va le faire après, mais effectivement, c'est quelque chose qui est à envisager, mais qui n'est pas toujours possible en fonction de la perte et de l'anatomie du conduit, même s'il existe plein de solutions pour que ça soit plus supportable pour le patient et pour gérer l'effet d'occlusion. Ensuite, on va passer aux fréquences médium. Donc ces fréquences médium, souvent, ça se situe au niveau de la pente de la perte en pente de ski. Et c'est également un point super important, puisque c'est finalement là, souvent, qu'on va faire le plus de différence entre avec et sans appareil. En particulier sur ces fréquences médium, eh bien, on se situe souvent autour de la fréquence de coupure de la perte auditive et de la fréquence du début des zones inertes cochléaires. Et on sait qu'il y a dans cette zone-là, finalement, souvent une réorganisation. Par exemple, pour les zones mortes cochléaires, eh bien, on sait qu'on peut amplifier jusqu'à 1,7 fois la fréquence de coupure. Donc, typiquement, si on a une fréquence de coupure à 1000 Hz, eh bien, on va pouvoir amplifier jusqu'à 1700, etc. Alors, ça, c'est une moyenne théorique qui date d'une vingtaine d'années, non, d'une dizaine d'années. Et donc, d'un patient à l'autre, c'est très, très variable. On va le voir tout à l'heure. Donc sur la zone de la pente, quand on a des pertes comme ça qui font plus de 20 décibels sur une demi-octave, c'est vrai qu'on a dans les audiomètres la possibilité de faire des audiométries un petit peu plus précises, par exemple au 6e d'octave, pour regarder plus précisément ce qui se passe dans cette pente. Parce que c'est vrai que si on a le profil... voilà, si on a une perte comme celle décrite en rouge ou celle qui serait ici en grise, finalement, on a des aides auditives avec 20-24 canaux de réglage. Bon, c'est très bien, mais bien souvent, on va réaliser notre audiométrie sur une dizaine de fréquences. Même les cibles de notre mesure in vivo, etc., on a l'impression d'être plus précis que notre dizaine de fréquences, mais tout ça, c'est basé sur les seuils auditifs. Donc là, quand on a des encoches, quand on a des pertes avec des pentes assez importantes, ça peut être intéressant de mesurer un petit peu plus précisément l'audiométrie et en fonction d'ajuster pour ne pas créer de résonance, soit des résonances en amplifiant une zone qui ne serait pas nécessaire à amplifier. Alors, je mets également en garde, on a tendance, des fois, quand il y a des pentes importantes, à vouloir corriger totalement les choses. Et heureusement, les fabricants vont coupler les canaux de réglage et on ne peut pas augmenter le 1500 Hz sans augmenter le 1200 Hz, par exemple. Parce qu'on créerait des distorsions très importantes. Finalement, on créerait presque des sons purs au milieu des sons environnants si on augmentait de 20 dB une fréquence sans augmenter celles qui sont autour. Au niveau de la correction des fréquences aiguës, puisque c'est bien souvent, quand on a un patient comme ceci, on sait que l'appareillage ne va pas forcément être facile, ne va pas forcément être totalement satisfaisant par rapport à la plainte du patient. Néanmoins, voilà, en faisant attention à chaque étape, on va pouvoir optimiser le réglage, même si le résultat sera peut-être à la fin frustrant. Mais sur les fréquences aiguës, parfois il va falloir amplifier, parfois on ne va pas amplifier, et puis parfois on va pouvoir utiliser les systèmes d'abaissement fréquentiel. Donc l'intérêt de corriger les hautes fréquences, c'est vrai que bien souvent c'est
assez mal toléré par les patients. Mais en réalité, pour les situations de conversation dans le bruit, eh bien, on se rend compte que finalement, quand on a une conversation type cocktail au restaurant, eh bien, il y a une différence assez importante entre la personne qui nous parle de face et la personne qui parle à côté. D'accord ? Donc, situation type cocktail, eh bien, la personne qui nous parle de face, il y a beaucoup plus d'aigus, alors que la personne qui va parler à côté et qui ne va pas parler dans notre direction, eh bien finalement dans nos oreilles, dans nos appareils auditifs, on va récupérer un petit peu moins d'aigus. Donc dans l'étude de Monson en 2019 qui s'intéressait principalement aux très hautes fréquences, donc les fréquences au-delà de 8000 Hz, eh bien sur ce graphique, on voit que lorsqu'on a un angle de 60 degrés, eh bien on va avoir une différence au niveau du rapport signal sur bruit sur les aigus qui va être entre 2 et 10 décibels en fonction des angles. Et donc du coup, il y a un réel intérêt à aller chercher de la correction auditive sur ces hautes fréquences. Parfois, on peut être bloqué par des risques de Larsen, mais parfois, le risque de Larsen va se situer autour de 3000 Hz et parfois, on peut rajouter du gain finalement sur des fréquences 6-8000 Hz. Et comme on a une complémentarité des indices vocaux, si on arrive à ramener un petit peu d'audibilité sur ces très hautes fréquences, eh bien, en théorie, on peut améliorer notre compréhension dans le bruit. Le souci un petit peu qu'on a sur cette amplification des aigus et des très hautes fréquences, c'est que parfois nos tests auditifs, enfin même la plupart du temps, nos tests auditifs de compréhension dans le bruit finalement nous mettent un bruit qui a souvent le même spectre que la parole qu'on est en train d'analyser, alors que dans des situations écologiques, en fait, la parole qui est de face n'a pas tout à fait le même spectre que le bruit qui va venir nous embêter. Alors, sur les fréquences aiguës, bien souvent, les patients vont nous dire « Non, mais je ne supporte pas les aigus, c'est trop métallique, etc. » Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les malentendants, un son aigu n'est pas la même chose pour un normand-entendant et puis pour différents malentendants. En moyenne, donc c'était une petite étude qu'on avait faite il y a presque une quinzaine d'années, eh bien, on avait mesuré la fonction de tonie des patients. Et donc, par mesure catégorielle, il classait s'il trouvait que le son était très grave, médium, aigu, très aigu, etc. Et donc, du coup, finalement, en moyenne, les normands entendants trouvaient qu'un son était aigu aux alentours de 4000 Hz. Alors que nos 40 malentendants, en moyenne, on retrouvait une sensation comme ça autour de 2800 Hz. Donc, finalement, ce qui nous paraît aigu à nous n'est pas forcément ce qui est aigu pour nos patients, en termes de perception et puis aussi d'expression du fait que c'est trop aigu. Et bien souvent, on se rend compte, si on y fait attention, que lorsque le patient nous dit c'est un peu trop aigu, c'est comme si je parlais dans un micro, c'est trop métallique, eh bien, ce n'est pas toujours les sons aigus que nous, on imagine qui sont trop forts. Bien souvent, ça va être... En tout cas, relativement souvent, ça peut être des fréquences un petit peu plus médium ou un petit peu trop d'amplification sur certaines fréquences ou à certains... voilà, on est sur des niveaux d'amplification trop importants d'une façon générale, mais ce n'est pas forcément les aigus qui posent problème, parce que souvent dans la parole, les aigus, il n'y a pas un gros niveau d'énergie et on se rend compte quand on règle des appareils pour réussir à masquer, entre guillemets, de façon écologique, avec de l'amplification, les acouphènes, on se rend compte que de mettre énormément d'amplification sur le 6-8000 Hz, c'est pas si dérangeant que ça, à partir du moment où le bruit de fond des appareils n'est pas audible. Et les premières gênes se situent un petit peu sur la propre voix du patient, ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Donc sur les zones inertes cochléaires, je vais vous montrer, bon voilà, ça je pense que tout le monde a ça en tête, hein, lorsqu'on a une perte en pente de ski avec plus de 30 dB par octave, lorsqu'on a des fréquences, des seuils auditifs sur les hautes fréquences qui se situent entre 80 et 90 dB, on a de très fortes chances d'avoir des zones inertes cochléaires. Alors, différents petits exemples.
Donc, qu'on avait fait avec Pierre Marcarian il y a une dizaine d'années. On avait mesuré des courbes d'accords psycho-acoustiques. On avait réalisé des tests et avec différents profils de perte. Donc là, c'est un patient qui a une zone inerte cochléaire qui commence aux alentours de 2500 Hz. Eh bien, cette personne, si on lui amplifie trop les hautes fréquences, eh bien, il perd 15% d'intelligibilité. Un autre cas de patient, là on se retrouve également du coup avec une zone inerte cochléaire à peu près, une zone inerte à partir de 2500 Hz. Et là, dans ce cas-là, lorsqu'on amplifiait les fréquences aiguës, on se retrouvait avec une légère amélioration de plus 8% d'intelligibilité. Donc tout ça pour montrer qu'il y a certains cas pour qui ça va être bénéfique, puis d'autres cas pour qui l'amplification va être délétère. Voilà également un autre cas. Donc souvent sur les pertes en pente de ski comme ça, c'est intéressant de regarder si ça continue de chuter, c'est qu'on est plutôt vers des zones inertes cochléaires où ça ne vaut pas le coup d'amplifier. Quand on a des petites remontées de seuil auditif ou qu'on reste un petit peu à plat, ça veut dire qu'on a une zone inerte cochléaire, mais que derrière, ce n'est pas totalement mort et qu'il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un petit peu plus d'amplification. Quand on ne peut pas aller chercher l'amplification, eh bien on peut utiliser des systèmes d'abaissement fréquentiel. Quand on regarde les études internationales, il y a autant d'études qui montrent que ça va être bénéfique que d'études qui montrent que ça n'a aucun intérêt pour la parole. Bien souvent, les études qui montrent que c'est bénéfique pour la parole, ça va être plutôt sur la détection du pluriel ou de l'identification des consonnes. Par exemple, Lee en 2024, à peu près entre 4 et 8%, là, lui dans son cas c'était à peu près entre 4 et 8% d'amélioration sur la détection des consonnes. On peut atteindre, moi j'ai vu du coup chez certains patients des améliorations de plus 20%. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les algorithmes d'abaissement fréquentiel chez les fabricants ne sont pas réglés suffisamment forts parce qu'ils ne veulent pas que ça soit délétère pour les patients. Donc, si on utilise, par exemple, il y a souvent des mémoires d'étudiants, je vais finir il faut conclure. là-dessus. Donc, souvent des mémoires d'étudiants sur la compression fréquentielle. Si on utilise des listes de mots, de phrases, etc. pour mesurer ça, on ne va pas réussir à le mesurer à cause de l'importance de la suppléance mentale. Et si on reste les réglages par défaut aussi, on n'aura pas forcément une bonne efficacité. Donc comment savoir qu'on a trop décalé ou pas? Eh bien, le phonème S va se transformer en CHE, le phonème Z va se transformer en JE. C'est le signe qu'on a trop décalé. Donc bien souvent sur votre propre voix, la voix du patient, et souvent, j'ai remarqué, sur la voix de la télévision ou des choses comme ça. Si le patient sent un chuintement, c'est qu'on a un petit peu trop décalé. Merci David. Bon, merci. Heureusement, tu as répondu à quelques questions en passant. On va accueillir Bernard Hugon. Bonjour, merci de votre invitation. Je vais changer de domaine cognitif, on va passer à la musique. Donc je vais commencer par quelques chiffres pour voir un peu ce que pèse cette population. On va parler aussi d'épidémiologie. On va voir la particularité de la prise en charge. Dans la prise en charge, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je pense que c'est quand même lié à ce domaine cognitif différent. On a l'habitude de traiter de la parole. Et là, on passe à autre chose. Et précisément, j'ai fait un troisième point où on va interroger les neurosciences pour voir un petit peu comment fonctionne la musique et pourquoi on l'aime autant. Et donc, peut-être des pistes pour la suite des travaux. Donc les musiciens instrumentistes, c'est 30 000 personnes en France, 80 000 musiciens inscrits comme intermittents du spectacle, 3 millions de Français qui pratiquent régulièrement un instrument. Les mélomanes, là je parle de gens qui écoutent de la musique classique. C'est plus intéressant, plus significatif aussi. C'est des gens qui ont des attentes
plus importante en matière de qualité sonore. Donc on compte 9 millions qui consomment de la musique classique régulièrement, 5,7 millions parmi eux qui écoutent plus d'1 heure par jour, quels que soient les supports bien sûr. Et ça a des données de marché un peu, 7,1 millions d'amateurs qui ont plus de 61 ans. En termes d'épidémiologie, là c'est quand même du sérieux parce qu'on voit que c'est 33% des musiciens instrumentistes classiques, c'est des gens qui sont a priori pas exposés à des niveaux très importants, 33% qui sont concernés par la surdité. Quand on passe à une population pop-rock, là, ça se dégrade et c'est, on peut dire, catastrophique. Et puis, pour évoquer les fréquences qui croisent avec celles qui sont importantes pour la parole, les hautes fréquences et les très hautes fréquences, donc ça commence à environ 2000 Hz. Donc ça, c'est l'impact de la pratique sur l'audition. Mais alors, pourquoi une prise en charge spécifique ? Nonobstant la dimension cognitive, c'est la dimension énergétique. Et là, sur ce schéma, on voit bien que pour ce qui concerne la musique, le spectre de fréquence, il commence à 50 Hz, il va jusqu'à 15 000 environ. Et en termes de dynamique, on commence à 30 dB et on va jusqu'à 100, voilà, ce qui sont des données approximatives évidemment. Donc un champ beaucoup plus important, ce qui va induire une gestion différente. Pour ce qui est de la prise en charge à proprement parler, le schéma il est le même que pour la parole. C'est une anamnèse qui va permettre de savoir est-ce qu'il est instrumentiste, quel instrument, est-ce qu'il est mélomane, quel style de musique il utilise, quels sont ses manques, quelles attentes. Et le deuxième point, c'est le diagnostic, audiométrie musicale, j'appelle ça, versus la vocale. Donc là, la problématique, ça va être de trouver les bons stimuli pour bien évaluer l'impact de la surdité sur la perception de la musique. Alors on a essayé pas mal de choses, et en particulier sur le timbre, parce que ça nous semblait pertinent, quand des gens se plaignaient d'une qualité mauvaise, de dire ça veut dire que les timbres, ils les entendent plus comme auparavant, il y a un impact sur le timbre. Le problème du timbre des instruments, c'est que c'est une information qui est extrêmement robuste, c'est-à-dire même avec des pertes importantes, les gens identifiaient le timbre, y compris en coupant les attaques. Donc on a renoncé aux timbres instrumentaux et on a synthétisé des timbres. On verra dans le détail ce que sont ces timbres de synthèse. Et puis je présenterai également un autre test de perception musicale, beaucoup plus conventionnel, je vais dire, puisqu'il évalue les paramètres musicaux classiques, notes, rythme, timbre, mélodie. Et alors c'est un test qui est très bien accepté. Mais j'avoue que j'ai un faible pour le test qu'on a développé, plus psychoacoustique, je dirais. On l'a appelé test de brillance. Vous avez vu tout à l'heure, on parle de centroïde spectral. Le timbre a été détaillé depuis un certain nombre d'années en une cinquantaine de composantes distinctes. Et une des plus significatives, c'est centroïde spectral, qui donne donc la brillance. Et donc, vous voyez ici les timbres qui ont été fabriqués par mon étudiant à partir de MATLAB. Il fabrique un fondamental F0, on voit ici, c'est cette raie noire qui est à gauche, et il ajoute 4 harmoniques, décroissantes évidemment, et ensuite, sur 32 états, il va dégrader les harmoniques. Ce qui fait que quand on va présenter au patient le test de référence plus, enfin le timbre de référence plus les timbres dégradés, on va avoir une dégradation progressive. Et là, donc, je vais vous présenter la façon dont elle est présente. En fait, on présente un timbre de référence, un timbre dégradé, un timbre de référence, pour qu'il note a priori la différence. Alors, vous allez voir comment ça se présente. Glups. On n'a pas de son.
Bon, c'est dommage, mais vous pouvez imaginer ce qu'est une dégradation, une atténuation des harmoniques, c'est un son qui s'appauvrit. Donc, quand vous proposez à un patient d'entendre ces timbres progressivement appauvris, il a une perte, donc il n'entend pas votre timbre de référence, votre timbre appauvri, il l'entend à partir du moment où ça rentre dans son champ auditif. Et en fait, en présentant progressivement des sons plus ou moins dégradés ou plus ou moins atténués, parce qu'on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre, à un moment donné, il va dire « oui, tiens, ça change, que ce soit en montant ou en descendant ». Et donc, on a déterminé comme ça son seuil de brillance. Je passe au test de perception musicale. Bon, là, c'est beaucoup plus classique. Ça plaît beaucoup aux patients, parce que c'est son langage. Il voit des timbres, il voit des notes, il a des concepts de hauteur, de mélodie qu'il connaît bien. Et ça marche très bien. Alors, il y a un troisième élément, donc on arrive à la méthodologie de pré-réglage, qui est intéressant dans le domaine de la musique, c'est qu'on dispose d'une méthodologie qui s'appelle CAM2, qui a été développée par Brian Moore. À l'origine, c'était pour de la parole, c'était pour améliorer NAL2, c'est ce qu'il écrit, et il a décliné une version de son CAM2 pour écouter de la musique. Et donc, quand il veut montrer la supériorité de sa méthodologie, il commence par dire la musique, ce n'est pas la parole. Vous n'avez pas seulement un spectre moyen long terme. Ce n'est pas un modèle unique. Vous avez N spectres moyens en fonction de l'instrument, de la formation musicale. Et donc, quand il choisit ses stimuli pour mettre en compétition sa méthodologie, il en prend 3. Il prend un spectre moyen long terme d'un orchestre classique en noir. En gris, vous voyez un spectre long terme d'un orchestre de jazz et en pointillé d'un orchestre de percussion. Et donc, il va présenter ça à sa cohorte, qui sont des musiciens appareillés. Et comme ça, il va chercher à montrer que élargir le spectre, mais c'est extrêmement intéressant, parce qu'on le voit sur ce petit pavé à gauche. Si la bande passante, ça va de 3500 Hz à 300 Hz, la sensation de naturel, qui est l'échelle en ordonnée à gauche, cette sensation de naturel est très mauvaise. Si on élargit la bande passante vers la droite, on va jusqu'à 55 Hz, et là on améliore la sensation de naturel. Et quand on va à gauche, plus d'aigu, on améliore. Et donc, quand on a les deux ensemble, c'est là où on a la sensation naturelle la plus développée, la meilleure qualité. Et il travaille aussi sur la notion de réponse en fréquence, où là, il constate que, effectivement, avec des différences de réponse en fréquence faibles, de l'ordre de 2 dB, ça passe inaperçu. 5 dB, ça n'a pas d'impact. 10 dB, ça devient une qualité dégradée. Mais on sait tous qu'aujourd'hui, les aides auditives ont des réponses en fréquence qui sont absolument irréprochables. Et donc, quand il met en compétition, donc, il a présenté ses stimuli en implémentant NAL2 dans les appareils ou en implémentant CAM2. C'est ce qu'on voit à gauche. Vous avez dans la partie basse CAM2 préféré ou dans la partie haute NAL2 préféré. On voit que la réponse des participants, elle est tout le temps meilleure quand ils sont équipés avec la méthodologie CAM2, quelle que soit la vitesse de compression, parce qu'on voit qu'il y a deux situations, temps de réaction rapide, temps de réaction lente, et que ce soit à tous les niveaux d'entrée. À 80, on voit que c'est un petit peu différent, mais CAM2 est tout le temps préféré par les patients. Donc, je voulais là maintenant aborder une dimension peut-être un petit peu plus abstraite, mais c'est une dimension cognitive que les neurosciences explorent. Et avec cette question, pourquoi on aime la musique? Parce que la musique, c'est une pratique universelle. Partout où il y a des hommes, il y a de la musique. Pourtant,
C'est pas vital. C'est comme de se nourrir ou de se protéger du froid ou de se reproduire. Mais pourtant, l'homme semble en tirer un avantage. La musique permet de communiquer des émotions, des humeurs, des états mentaux affectifs qui semblent bénéfiques à notre qualité de vie. Et donc c'est peut-être là qu'est la raison, mais comment ça, d'où ça vient, pourquoi aimons-nous la musique? Et donc les neurosciences apportent une réponse intéressante, notamment au regard de 2 domaines mobilisés lors du traitement des stimuli musicaux, les neurosciences de la perception auditive et celles des circuits de la récompense. Et pour parler de ça, je vais marcher dans les pas de Robert Zator, qui est un éminent chercheur neuroscientifique qui a beaucoup travaillé sur la musique. Pour lui, c'est l'interaction entre système de perception auditive et circuit de la récompense qui est à l'origine de ce plaisir qu'on tire de la musique. Le système de la perception auditive, c'est lui qui capte, qui traite l'entrée. Et pour ce qui concerne la musique, c'est lui qui nous donne la sensation de hauteur tonale. C'est une notion fondamentale sur laquelle repose toute la syntaxe de la musique, les notes, les accords, les mélodies. Mais ce système de la perception auditive, il a aussi une deuxième fonction, c'est qu'il génère une prédiction. C'est-à-dire que ça nous permet d'anticiper sur ce qui va arriver par rapport à la première information, qui nous a donné notre hauteur tonale. Le système de la prédiction propose un événement à venir, potentiel, une note, un accord, etc. Et on en arrive au système de la récompense. Lui, il évalue le résultat de la prédiction. Et si la prédiction a été vérifiée, il va générer une émotion, positive ou négative, si la prédiction n'a pas été satisfaite. Et donc, c'est par une bouffée de dopamine que va être déclenchée cette émotion musicale. Donc l'activation du système de la récompense déclenche une activité importante dans le striatum. Bon, c'est des concepts un peu nouveaux, mais voilà. Donc dans un lieu du cerveau, on peut observer à l'IRM qu'il y a une stimulation plaisante parce que là, localement dans le striatum, on détecte en fait la bouffée de dopamine. La problématique, c'est de savoir comment on stimule pour étudier ce fonctionnement. On revient aux stimuli. Tout à l'heure, quand on parlait, nous, de trouver les bons stimuli, pardon. Eh bien, eux, ils ont essayé plusieurs choses, le frisson, les musiques préférées. Et finalement, ce qui a fonctionné le mieux, ce sont des extraits musicaux éco-évalués. C'est-à-dire qu'on a demandé aux participants de donner une valeur marchande, en dollars, une valeur qu'ils seraient prêts à mettre pour acheter cet échantillon. Donc on a une échelle de valeur des échantillons musicaux. Et le résultat à l'IRM, c'est que, bingo, j'allais dire, l'activité de striatum augmente proportionnellement à la valeur des stimuli. La valeur, entre guillemets, qui a été donnée. Plus l'activité dans le striatum augmente, plus le couplage, c'est-à-dire l'activité cérébrale entre striatum et cortex auditif, est élevé. Donc ça veut dire que la communication en striatum et cortex auditif a augmenté proportionnellement à la valeur des stimuli autorisés. Je termine. Il va falloir conclure, oui. Si l'activité des systèmes de la récompense est réellement à la base du plaisir musical, en manipulant l'activité, c'est-à-dire ils ont voulu prouver qu'en partant dans l'autre sens, s'ils manipulent l'activité du système dans le cerveau, on peut moduler le plaisir. Alors ça, on sait le faire parce que par stimulation magnétique transcrânienne, on peut exciter ou inhiber l'activité de la dopamine. Et donc, ils ont remis les participants en scène et avec une stimulation excitatrice, les auditeurs ont déclaré ressentir plus de plaisir. Avec des stimulations inhibitrices, les auditeurs ont déclaré ressentir moins de plaisir, même avec les musiques qu'ils ont choisies pour leur qualité. Le système de la récompense est bien le siège du plaisir musical. Merci. Pardon. Merci. Comme il y avait beaucoup de questions intéressantes, est-ce que c'est possible de se connecter sur Slido pour les intervenants, pour aller répondre aux questions directement sur le chat? Ça pourrait être pas mal, s'il y a quand même pas mal de questions. Si vous pouvez... problème pour ça, oui. Voilà, vous vous connectez sur Slido, c'est l'application sur l'application des EPU. Vous pouvez vous connecter sur Slido, c'est un question-réponse en chat, mais ce serait bien d'avoir les réponses.
Voilà, on va appeler l'intervenant suivant, Christian Brocard, qui va traiter un sujet cabine, qui est le couplage acoustique et effet d'occlusion. Pour 15 minutes. Faut appuyer sur échappe, non? Un truc comme ça? Ah. Eh bien, merci. Allez, super. Bonjour à tous, je suis enchanté d'être avec vous en cette fin de matinée. Je me réjouis de vous présenter donc, une thématique qui est, donc, comme on l'a dit, plutôt cabine dans votre quotidien. On a vu plein de choses intéressantes ce matin. Et là, on va parler donc de couplage acoustique et d'effet d'occlusion. Voilà, donc ouvrons tranquillement. Donc, sur les liens d'intérêt, j'ai le plaisir d'être administrateur sur cette société scientifique d'audioprothèse qui a été dévoilée hier par Christian Renard. Je suis formateur DPC chez Audioformea. Et donc, allons-y. Donc, caractériser un couplage acoustique, on a une profusion de couplage acoustique. Et évidemment, il va falloir faire le tri et se dire, vous êtes devant une problématique. J'ai le choix d'embouts classiques, d'embouts sur mesure, de dômes que vous allez choisir plus ou moins avec difficulté. Et il nous faut des repères. Et on va essayer de comprendre un peu les mécanismes à la fois acoustiques qui sont engendrés par les différents embouts, les différents dômes, et leur impact à la fois au niveau de l'atténuation sonore et également de l'effet d'occlusion que nous allons déterminer. Alors l'enjeu, je suis un peu accroché au micro, j'aurais presque envie de me balader, mais je crois qu'on est filmé et que c'est important de rester sur le pupitre. Donc l'enjeu, il est clair, c'est que aujourd'hui, on l'a vu avec Christophe et l'IA, clairement, aujourd'hui, nos appareils sont des technologies de plus en plus performantes, avec des algorithmes qui vont notamment permettre d'améliorer sensiblement le rapport signal sur bruit. J'ai entendu qu'on se posait presque la question de savoir si on ne débruitait pas trop le signal à terme. Donc oui, c'est une vraie avancée technologique. Je fais écho aux travaux de Xavier Delers, qui devait faire initialement cette présentation. Donc non, je ne remplace pas Xavier Delers, on ne le remplace pas. On vient juste donner son avis et son approche. Donc Xavier, dans les cahiers de l'audition de 2025, début de 2025, il a montré qu'une configuration fermée avec une masse acoustique importante, en regard du même appareillage sur un dôme semi-ouvert, on pouvait avoir une amélioration de 6 décibels du rapport signal sur bruit. Donc évidemment, on a envie de fermer nos couplages, fermer nos oreilles pour améliorer la performance de nos appareils auditifs, pour éviter la pollution sonore de l'environnement. Et l'enjeu, il est à la fois de fermer le conduit, et d'un autre côté, de maintenir l'autophonie. Donc l'autophonie, c'est cette accumulation d'énergie basse fréquence dans la cavité résiduelle qui, comme on le sait tous, dans notre pratique, peut poser de vrais problèmes de tolérance d'un appareil auditif. Alors, je vous montre très rapidement, je ne vais pas la développer, on n'a pas le temps ici. Xavier Delers, c'est avec son étudiant Loane Carreno, je crois qu'il n'est pas dans la salle, ont développé une application qui devrait s'ouvrir à moitié ou pas du tout. Donc on va essayer une fois. La technique oui, tout va bien. Donc on va faire ici, on va l'ouvrir. Donc c'est une application qui vous permet de comprendre les mécanismes du coup en fonction du couplage acoustique. Est-ce que j'ai un embout? Est-ce que j'ai un dôme? Quel est son diamètre si c'est un embout? Quelle est sa profondeur d'insertion dans le conduit? Et bien du coup, vous allez pouvoir évaluer la part du signal direct, d'accord, qui va arriver en fond de conduit. Et ça, c'est particulièrement important parce que, du coup, en fond de conduit, vous avez une part de signal direct qui, évidemment, n'est pas traitée. Elle va être éventuellement atténuée par l'embout. Et vous avez l'appareil auditif qui va amener sa part d'amplification et comprendre les mécanismes entre l'entrée directe et l'amplification apportée par l'appareil. C'est particulièrement intéressant. Et évidemment, si vous mettez en dôme
complètement ouvert, vous vous rendez compte qu'on n'a aucune atténuation du signal direct, et c'est ce que vous constatez ici, l'entrée directe elle est de 100%. Donc ça ouvre vraiment cette problématique de concurrence de flux et de limiter le son direct pour optimiser les performances des appareils. Si vous avez un appareil qui vous, théoriquement, sur une chaîne de mesure, un KEMAR, vous donne une amélioration de 6 décibels de rapport signal sur bruit et que vous en perdez les 3/4 parce que vous ouvrez la porte en ayant un système ouvert, bien sûr, c'est complètement délétère. Alors, caractériser un couplage aujourd'hui, c'est avant tout caractériser son atténuation. C'est une première mesure que vous faites en tant qu'audioprothésiste, à savoir, vous mesurez une réponse occluse. Vous pouvez le faire avec un outil de mesure in vivo. Vous faites une mesure réponse ouverte, vous faites une mesure réponse occluse. Et la différence, c'est l'atténuation sonore de votre couplage. Côté conception, côté fabricant d'embouts, vous allez demander une masse acoustique. Et on verra que ces deux notions qui à la fois sont complémentaires, mais qui sont assez différentes en termes de compréhension des mécanismes acoustiques. Côté de la caractérisation d'autophonie, eh bien, on peut mesurer cette autophonie et je vous montrerai que on peut mesurer l'effet d'occlusion qui est responsable de l'autophonie et c'est un outil qui est particulièrement intéressant pour caractériser le couplage. Alors, première mesure, je mesure une réponse occluse. Donc là, la courbe bleue, c'est la réponse ouverte avec une sonde en fond de conduit sans couplage. Je refais la même mesure avec ma sonde en fond de conduit et j'ai une atténuation sonore qui est essentiellement constatée dans les fréquences aiguës liée à l'atténuation, j'allais dire, mécanique de cette onde sonore qui va rencontrer un obstacle mécanique avec son impédance propre. On a de la réverbération, on a de l'atténuation et on a une atténuation propre de chaque embout et on se rend compte que du coup, en fonction du type de solution corrective, un dôme ouvert, très peu d'atténuation évidemment, mais on peut en avoir ne serait-ce que par la présence d'un écouteur, donc on a du pseudo ouvert, et progressivement vous avez une atténuation sonore qui devient de plus en plus importante, et on a un point qui est essentiel, qui est cette charnière d'occlusion qui va caractériser le couplage. Donc là on caractérise l'atténuation sonore. Premier point. On parle de masse acoustique, et donc une masse acoustique, elle va être caractérisée par un indice en kilogrammes par mètre-4 avec un calcul mathématique assez complexe. Et en fonction des typologies de dômes, donc là vous avez en bleu des dômes avec un dôme ouvert, alors, moins 1000, on n'y arrive pas, hein, on commence à 0. Donc on commence sur des dômes ouverts qui vont avoir une atténuation, théoriquement une masse acoustique qui est égale à 0. Et vous avez, en fonction du type de dôme, une augmentation. Voilà pour les embouts évidés, donc on a un peu plus haut que les dômes. Et ensuite, voilà, l'embout plein, on va avoir une variation très importante. Imaginez un embout plein avec un évent très important et un embout silicone avec un embout très profond, une masse acoustique importante, et vous allez atteindre des différentiels qui sont très importants. Alors qu'est-ce que la masse acoustique ? On comprend vite que l'atténuation sonore, c'est une notion qui est facile à comprendre. La masse acoustique, c'est l'inertie de la colonne d'air. Et si vous prenez ce conduit auditif, eh ben, on a une colonne d'air ici qui est, on va dire, entre deux obstacles. Le tympan d'un côté qui a une certaine impédance, et l'embout auriculaire ou le couplage, qui va faire que cette colonne d'air est plus ou moins libre de bouger et de se déployer. Et évidemment, sur un conduit ouvert, vous n'avez pas de contraintes mécaniques, alors que dans le conduit fermé, la masse acoustique va représenter la facilité de cette colonne d'air de se mettre en mouvement. Et ça va être important sur la compréhension notamment de l'effet d'occlusion. Alors, l'effet d'occlusion, justement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, votre patient parle. Vous avez une partie de l'énergie qui passe par voie osseuse, voie cartilagineuse. Et cette énergie, du coup, elle va faire vibrer les parties molles du conduit auditif. Et cette énergie, elle va arriver dans cette colonne d'air, justement, qui est fermée. Et vous me voyez arriver. La contrainte de l'embout du couplage va faire que l'inertie de cette colonne d'air est plus ou moins importante. Et vous allez avoir une augmentation de pression acoustique, ou plutôt une contrainte mécanique au mouvement de cette colonne d'air. Et la répercussion, c'est de l'augmentation, on va dire, de pression acoustique. Et l'autophonie, donc l'autophonie, c'est la conséquence perceptive de cet effet d'occlusion. À savoir, vous avez de l'énergie que vous mesurez éventuellement en fond de conduit, et ça, vous le verrez facilement.
Et du coup, la conséquence, c'est j'ai de l'énergie dans le conduit et votre patient, il va percevoir cette énergie avec une conséquence perceptive, c'est j'entends ma voix, ça résonne, j'entends mes bruits de mastication, bref, cette énergie délétère peut amener l'échec d'un appareillage auditif. Alors, comment on se mesure l'effet d'occlusion? Donc c'est très simple. Vous mettez une sonde étalonnée en décibels SPL au fond de conduit, vous faites vocaliser votre patient et vous allez caractériser le niveau d'effet d'occlusion. Et donc, c'est particulièrement intéressant parce qu'on va voir que c'est des effets d'occlusion qui sont variables entre les patients et que le qualifier, ça va permettre aussi d'avoir un regard sur le choix de votre couplage. Alors, pour revenir sur la notion d'atténuation sonore qu'on a vue au début, un son qui est à l'intérieur de votre conduit, il va également être atténué par la présence de l'embout et le son qui est à l'extérieur, il va être plus faible. Et si vous m'avez bien suivi, dans les fréquences aiguës. C'est le phénomène d'atténuation qui est fonction de la masse acoustique, mais qui est vraiment une atténuation sonore en termes de niveau sonore. Et vous allez me dire, tiens, pourquoi on a une augmentation d'énergie dans cette cavité résiduelle? Eh bien, vous connaissez la réponse. C'est directement la masse acoustique et cette contrainte d'inertie de la colonne d'air qui va bloquer cette énergie et augmenter la pression acoustique. Alors, deux notions importantes, donc l'atténuation sonore qui est plus ou moins importante en fonction du type de couplage et du coup la masse acoustique qui est deux notions qui sont complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes d'un point de vue acoustique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une bonne corrélation entre l'atténuation sonore et la masse acoustique dans les fréquences aiguës uniquement. Les graves, il ne se passe rien. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous mesurez cette réponse occluse, vous allez pouvoir avoir une idée de la masse acoustique assez précise de votre embout auriculaire. Alors, la question derrière, c'est de se dire, OK, je mesure ma réponse occluse. Est-ce que ça peut être un bon élément prédictif de mon effet d'occlusion et potentiellement de l'autophonie associée de mon patient? Donc là, je vous laisse regarder cette courbe. Le résultat n'est encore pas, mais je mets un peu de suspense. Donc du coup, ici, vous avez l'atténuation sonore. Un embout qui apporte une grande atténuation sonore en est ici. Ici, vous avez l'effet d'occlusion, qui est variable entre les patients. Et bien du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une tendance linéaire. Oui, quand j'augmente l'atténuation, j'ai plus d'effet d'occlusion, donc potentiellement plus d'autophonie et de plainte de mon patient. Par contre, on a un indice de corrélation qui est très, très peu prédictif d'une corrélation parfaite. On a 0,32, ça veut dire qu'on a des disparités qui sont très importantes. Prenez cet exemple ici. On est sur une atténuation, on a mesuré l'aire d'atténuation entre la réponse ouverte et la réponse occluse. Prenez ce niveau-là. Ce patient-là, il avait 0 décibels d'effet d'occlusion. Et ce patient ici, il explosait l'effet d'occlusion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre masse acoustique, votre atténuation sonore n'est pas elle seule responsable du coup de cet effet d'occlusion et il faut aller chercher ailleurs. Il existe d'autres facteurs. Et les autres facteurs, on peut aller chercher du côté de l'anatomie de nos conduits qui sont différentes. À savoir, on a une belle étude de 2011 de Klaus Nielsen qui montrait clairement que la jonction os-cartilage était très variable entre les patients. Ça veut dire que vous avez des patients qui vont avoir essentiellement un conduit osseux, d'autres patients un conduit essentiellement cartilagineux, et c'est un impact important sur l'effet d'occlusion quand vous vous rappelez que cet effet d'occlusion est certainement à l'origine et provient essentiellement de la vibration des parties molles. Entre 11 et 22 mm. Un conduit moyen fait 25 mm, ça veut dire que vous avez des conduits qui sont essentiellement osseux ou essentiellement cartilagineux. Une façon de montrer ce phénomène, c'est de faire une mesure d'effet d'occlusion avec un couplage, une fermeture complète du conduit au MEA. Et donc là, vous avez la variabilité entre les patients, qui est déjà pas négligeable, avec des points qui sont quasiment nuls et des points qui sont très importants. Si vous refaites la même mesure avec un couplage au deuxième coude, c'est intéressant parce que l'effet d'occlusion va diminuer. On sait tous, par expérience, qu'aller chercher un appui osseux va nous permettre de limiter l'effet d'occlusion, mais pas que. Vous avez une disparité qui est considérable et qui est liée à la disparité anatomique interconduit. Et donc, connaître l'effet d'occlusion, et c'est ma conclusion, c'est un élément qui va être essentiel dans votre pratique, d'autant plus que nos algorithmes deviennent de plus en plus performants.
Donc si vous avez un magnifique appareil que nos industriels ont transpiré pour avoir un rapport signal sur bruit exceptionnel dans le bruit et que vous ouvrez complètement la porte avec un couplage ouvert, vous allez perdre une grande partie de l'efficacité. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible de prédire l'effet d'occlusion uniquement avec le type d'embout que vous avez. À savoir que pour 2 patients avec un couplage identique, vous aurez des effets d'occlusion qui peuvent être radicalement différents. Et les particularités donc anatomiques vont être particulièrement importantes dans cette disparité d'effets d'occlusion. Et donc mesurer la réponse occluse est un premier élément. Je mesure l'atténuation sonore. Et mesurer l'effet d'occlusion permet de valider le couple atténuation sonore, masse acoustique et permettre de fermer mieux nos conduits dans des cas où on pourrait imaginer qu'un conduit ouvert est la seule solution. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. On a quelques questions, du coup on a tout petit peu de temps. Première question très pratique, l'application que vous avez montrée de Oui. Xavier Delers, où est-ce qu'on peut la trouver? Très bonne question. Oui, Xavier n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, malheureusement, il s'en excuse. Et donc vous la trouverez sur son blog. Donc il faut attendre patiemment sur son blog. Et je crois aussi que, j'ai oublié son nom de famille, Léon, son étudiant doit présenter son mémoire si ce n'a pas été fait, et donc je pense qu'il va en parler directement. Mais le blog de Xavier Delers. Très bien. Et une seconde question, est-ce que l'effet d'occlusion peut être accentué par l'ostéoporose? Eh bien écoutez, il faudrait poser la question à une personne qui est compétente dans le domaine. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement et l'enjeu il est énorme. Il est énorme dans le sens où vous pouvez améliorer sensiblement la performance de vos appareils juste en choisissant le couplage. C'est quand même intéressant. Ça remet notre métier au centre des décisions et je pense que notre métier d'audioprothésiste, c'est avant tout de prendre des bonnes décisions en fonction d'informations que peut nous donner notre patient et les retours qu'on peut faire sur les différents tests que nous réalisons. Merci. Moi, j'avais une petite question rapide. Est-ce que, à ta connaissance, le fondamental de la voix du patient peut avoir un effet sur l'effet d'occlusion ressenti? Oui. En fait, c'est intéressant parce qu'à l'origine, on faisait une mesure d'effet d'occlusion en niveau de sortie. Et par exemple, en général, la procédure, c'est de demander de faire un I et de mesurer cette énergie dans le conduit. Et on voyait très nettement ce fondamental laryngé. Et la problématique, c'était qu'on avait un problème de reproductibilité avec un patient qui pouvait faire un I de faible intensité et un I de forte intensité. Et donc, du coup, maintenant, on passe dans une analyse en gain qui permet de réduire cette difficulté et d'avoir, du coup, un différentiel qui est beaucoup plus précis et qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous référer au cahier de l'audition de mars 2025. On a fait un papier sur l'effet d'occlusion, comment le faire, si ça vous intéresse. C'est précisément décrit et n'hésitez pas à aller chercher cet article, il est facilement accessible. Merci. Nous accueillons Pénélope Griffon pour la psychologie du patient. Comment améliorer l'adhésion au port d'appareil auditif? Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier l'organisation des EPU de m'avoir permis de parler de ce sujet. La psychologie du patient, comment améliorer l'adhésion au port d'appareil auditif. Je m'appelle Pénélope Griffon, je suis psychologue. Je travaille à la fois au service ORL du CHU de Reims et aussi en cabinet libéral. Au sein du CHU, je travaille dans le service ORL, au sein du groupe Audition Champagne-Ardenne, qui a été créé il y a quelques années maintenant par le professeur André Chase et dont le chef de service est aujourd'hui le professeur Marc Labrousse, chef du service ORL. C'est tout simplement le centre d'implantation cochléaire de la région et qui a également un rôle d'accompagnement au diagnostic de la surdité chez les jeunes enfants. L'action du groupe est sur l'ancienne région Champagne-Ardenne et sur quelques départements limitrophes dans certains cas. Tout d'abord, un bref état des lieux. Selon le Système national des données de santé, en 2024 en France, il y a 4,5 millions de personnes qui sont porteuses d'appareils auditifs. On retrouve en 2013 une étude d'Abdelawi et Tranbawi qui nous montre que 80%, toujours en France, des essais d'appareils auditifs sont concluants.
Les auteurs mettent en lumière certains facteurs comme le niveau de motivation du patient, son entourage, mais aussi la prise de conscience de la situation de handicap. Ils mettent aussi en lumière le rôle important de l'audioprothésiste dans cette adhésion au port des appareils et donc dans ce résultat de satisfaction. On va aujourd'hui essayer de voir ensemble quels sont les facteurs sur lesquels on peut jouer pour arriver à de tels résultats. Tout d'abord, comme on dit, les premières impressions, ça compte. Lors de la première rencontre que vous avez avec le patient, donc la première fois qu'il va pousser la porte du laboratoire d'audioprothèse, une des premières choses qu'il faut se demander est quelle est la demande du patient? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Et dans quel cadre sommes-nous? Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui aura déjà fait un dépistage ou est-ce qu'au contraire, il vient chez vous pour cela? A-t-il déjà conscience de sa déficience auditive? Ou au contraire, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a déjà été chez l'ORL ou chez le médecin et qui du coup arrive avec son ordonnance en main? Ça, c'est déjà une première question à laquelle il faut essayer de répondre. La deuxième question, qui est aussi très importante, c'est qui porte la demande? Est-ce que c'est le patient lui-même ou est-ce qu'au contraire, c'est une autre personne, un aidant, un partenaire, un enfant, un parent qui remarque des changements de comportement chez cette personne et qui souhaite pouvoir apporter des solutions? Donc ça, ce sont des choses que l'on se doit d'analyser dès la première rencontre avec le patient de manière à adapter notre discours avec lui. C'est aussi le bon moment en tant que professionnel pour pouvoir expliquer avec le plus de transparence possible par rapport à notre cadre de travail un petit peu comment vont se passer les choses, comment va se dérouler ce premier rendez-vous, quelle va être la suite, à quel moment on paye, parce que souvent les gens ont envie de savoir ça aussi. Et donc tout ça, ça permet d'amener un climat de confiance pour aller jusqu'à l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est le contexte dans lequel le professionnel et le patient sont suffisamment en confiance l'un avec l'autre pour pouvoir bien travailler. Dans notre cas, favoriser l'adhésion au port d'appareil. Pour cela, le professionnel a plusieurs choses à faire, notamment, comme on l'a dit, être à l'écoute du patient. On sait que dans le domaine de l'audition, parfois la subjectivité prend le pas sur les mesures objectives, sur ce qui sort à l'audiogramme. Quelqu'un va vous dire « Ah, j'entends telle chose, etc. » et vous verrez autre chose. Peu importe, on n'est pas là pour savoir qui a raison ou qui a tort. L'important, c'est de bien écouter le patient parce que c'est lui qui aura les appareils sur les oreilles. Une autre chose qui est importante et qui a été relevée dans l'étude d'Abdelawi et de Tranbawi, c'est la prise de conscience de la situation de handicap. Où en est le patient avec ça, sachant que c'est un processus qui évolue en fonction des situations tout au long de la vie. La personne doit aujourd'hui s'adapter à sa nouvelle réalité, qui est d'être porteuse d'une déficience auditive, mais qui va être corrigée. Il y a toujours une inertie entre le moment où la personne se rend compte de cela et le moment où elle va s'investir dans le projet de soins avec les aides auditives. Donc chaque personne va avoir un temps d'adaptation différent pour plein de raisons. Pour certains, commencer à porter des appareils auditifs, ça peut vouloir dire vieillir, ça peut vouloir dire voir sa santé qui commence à décliner, ou bien peut-être que ça ne sera pas favorisé dans le milieu professionnel, peut-être qu'au niveau de l'esthétique, ça va gêner, que dit l'entourage du patient, sa culture, etc. Est-ce qu'il va changer de place dans la dynamique familiale? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Il y a tout autant de raisons qui vont jouer là-dessus qu'il y a d'individus finalement. Donc, on respecte le temps d'adaptation des personnes à cela, et notamment à leur situation de handicap. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps que d'autres à s'adapter aux appareils, et il y en a d'autres qui vont vouloir l'effet un petit peu baguette magique que vous connaissez, où on a l'impression, on met les appareils et hop, ça y est, on entend. On sait bien que ce n'est pas le cas, il y a un temps d'adaptation, des résultats progressifs, etc. Et ça, c'est à vous, en tant que professionnel, de pouvoir bien l'expliquer aux personnes. Parce que quand on parle d'alliance thérapeutique, ça ne veut pas dire qu'on se jette aux pieds du patient et qu'on accède à toutes ses demandes pour avoir l'adhésion à tout prix, pas du tout. Au contraire, c'est à vous aussi, professionnels, d'être garant de votre cadre de travail, de savoir poser vos limites pour travailler en confiance avec le patient et être aussi à l'aise, de manière à pouvoir adapter votre discours correctement à la personne et à sa situation. Parce que même si le patient, lui, est expert de lui-même, et qu'il faut l'écouter puisque c'est lui qui portera les appareils, vous êtes expert des audioprothèses. Vous avez du savoir, de l'expertise, des compétences qu'il va falloir transmettre de manière adaptée, en adaptant le fond et la forme. Parce que vous le savez, les personnes qui viennent nous voir sont toutes différentes. On peut avoir des enfants, des adultes, des personnes âgées. Nous l'avons évoqué hier, il peut y avoir des personnes atteintes de démence ou même des personnes en situation de handicap mental.
pour autant, toutes ont droit à un discours qui leur est propre et à des explications qui sont claires de manière adaptée envers elles. Je prends l'exemple des enfants. Parfois, on peut être tenté de parler un peu au-dessus d'eux, de s'adresser qu'aux parents, entre adultes, etc. Évidemment qu'on va parler aux parents, mais il faut aussi s'adresser aux enfants en priorité pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des appareils pour améliorer leur qualité de vie et un petit peu s'investir dans ce projet-là. On parlait des parents, mais ça vaut pour tous les accompagnants, les aidants, l'entourage, etc., qui va accompagner la personne lors du rendez-vous. Ce sont vos alliés, parce qu'eux vont pouvoir rapporter votre parole au domicile, pouvoir en discuter avec le patient et un petit peu reprendre ce qui s'est dit à la maison. Le plus souvent, si la personne est venue avec cette personne-là, c'est qu'elle lui fait confiance. Donc, sa parole va avoir du poids. Donc, si elle répète ce que vous dites, c'est bien. Parfois, c'est toujours bien d'avoir plusieurs oreilles dans un même rendez-vous pour être sûr que tout le monde a tout bien compris. Donc, on s'adresse aux patients et aux accompagnants, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en priorité aux patients pour avoir leur consentement, parce qu'on ne fait rien, bien évidemment, sans le consentement des personnes. Et ça va venir favoriser leur autonomie, et ça va aussi venir favoriser l'autodétermination. L'autodétermination, notamment dans le domaine de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est la manière de pouvoir prendre des décisions qui sont propres, qui sont éclairées, de savoir identifier quelles sont nos motivations, notamment intrinsèques, donc c'est-à-dire celles qui nous sont propres, qui vont nous permettre de nous investir dans un projet de santé. Ici, porter nos appareils auditifs. Donc ça, c'est à vous de pouvoir nourrir cette autodétermination-là grâce à ce que vous allez dire aux patients et à quel cadre de pratique vous allez mettre en place. Un projet d'appareillage auditif, c'est comme un projet d'implant cochléaire, il faut qu'il soit libre, motivé et éclairé. Libre dans le sens où c'est toujours le patient qui décide et qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui va porter les appareils. Motivé parce qu'il doit savoir pourquoi il en a besoin pour améliorer sa qualité de vie. Et enfin, éclairé pour qu'il puisse prendre une décision avec toutes les informations à sa disposition que vous lui aurez transmises. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la relation entre le patient et le professionnel. Il y a énormément de choses à dire autrement, mais on ne peut pas tout balayer aujourd'hui. Je voudrais conclure en ajoutant un mot sur les relations entre professionnels et notamment ceux des autres professions. Il y a quelque chose qui est très important qui est la collaboration et notamment travailler en réseau local. On ne travaille jamais seul, vous le savez, surtout dans le milieu de l'audioprothèse qui sont du matériel médical sous prescription, donc forcément on travaille avec les médecins et les ORL, mais pas que. On travaille aussi avec d'autres professionnels qui vont parfois être au contact du patient dans d'autres contextes, parfois un petit peu plus longtemps que nous, et qui auront des informations précieuses. Je reprends l'exemple des enfants. Les enfants voient leurs enseignants une grande partie de la semaine. Pour certains, ils ont aussi des séances d'orthophonie, etc. Ces professionnels-là vont voir donc l'enfant dans différents contextes, vont voir si les aides auditives sont bien portées, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça gêne, est-ce qu'il y a d'autres adaptations, plein d'informations que vous pouvez aller chercher et que les personnes seront contentes de vous transmettre. On n'oublie pas non plus nos collègues du secteur médico-social qui travaillent dans différentes structures comme les EHPAD, les IME, tous ces instituts d'éducation, etc. Ce sont des professionnels qui sont au quotidien avec les patients. Parfois, c'est même eux qui vont s'occuper des appareils, qui vont aider les personnes à les mettre, qui vont les entretenir un petit peu, les mettre à charger le soir, etc. Donc, ce sont des professionnels qui vont être en demande d'informations et qui, en échange, en auront des très précieuses à vous transmettre. Donc, on n'oublie pas de se mettre en communication avec eux. J'attire votre attention sur un dernier point. On travaille avec les humains, pour les humains, en étant nous-mêmes des humains. Ça nous est tous arrivé, on a tous des patients qui nous agacent parfois. Bon, on fait avec. Ce qui est très important, c'est de savoir passer le relais dans ce genre de situation. Quand on a la chance de travailler avec d'autres audioprothésistes autour de nous, il ne faut pas hésiter dans ce genre de situation qui va parfois s'enliser dans des espèces de guerres de tranchées pour rien du tout et qui n'aura aucun résultat, savoir passer le relais avec un autre professionnel avec qui peut-être ça se passera mieux. L'important, c'est que la personne concernée, que le patient continue à avoir confiance dans ses aides auditives, confiance en l'audioprothèse. Il vaut mieux passer le relais dans ces cas-là et il n'y a aucune honte à le faire, bien au contraire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur comment favoriser l'adhésion au port d'appareil auditif. Donc, en quelques mots, finalement, l'adhésion, c'est l'adaptation. Pour s'en souvenir, c'est facile, ça démarre par les mêmes lettres. Donc, c'est l'adaptation au patient à sa nouvelle réalité, qui est d'être porteur de déficience auditive, mais corrigée, et à la fois l'adaptation du professionnel à son patient, son individualité, sa situation particulière.
Tout cela repose sur la communication entre le professionnel et son patient, notamment lors de la première rencontre, pour savoir identifier quelle est la demande du patient. Cela permet de créer un climat de confiance entre le professionnel et son patient, de manière à ce que celui-ci puisse prendre des décisions de manière motivée et claire, et ainsi favoriser son autodétermination. Voilà un petit peu en ce qui concernait les patients. On n'oublie pas non plus de travailler avec les autres collègues. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc nous avons 2 petites questions qui justement résonnent un peu avec la fin de votre intervention, hein, très intéressante. Donc je vais lire les 2 et comme ça on pourrait éventuellement répondre en les 2 en même temps. Donc en tant que psychologue, quels conseils, quelles questions, quelle attitude pour réussir un premier rendez-vous difficile? Et la seconde, c'est, qui est assez cohérente avec la fin, hein, comment réagir face à un patient qui refuse ou n'est pas motivé par l'appareillage et qui est amené en consultation par sa famille? Ah, ok. Alors, déjà pour répondre à la première question sur les conseils un petit peu qu'on peut avoir en premier rendez-vous, je pense que vraiment la toute base, le tout début, c'est de pouvoir vraiment être à l'écoute du patient et de savoir ce qu'il a à nous dire, de le laisser raconter son histoire. Quand vous faites l'anamnèse, allez chercher un petit peu l'histoire de la surdité, depuis quand ça a commencé, quel est le ressenti du patient à ce niveau-là, quelles sont ses connaissances aussi sur les audioprothèses, parce que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très démocratisé. Parfois, il aura une histoire à vous raconter. Ah oui, mon frère en porte, ma sœur, ma femme, etc. Savoir un petit peu quel est son premier a priori sur la question. Et puis, s'il a déjà vu l'ORL, qu'est-ce que l'ORL lui a dit, tout ça. Voilà, laisser un petit peu le libre champ au début à la personne pour raconter son histoire et parler d'elle de manière à ce qu'elle se sente écoutée. Parce que ce n'est pas évident de se rendre compte qu'on est en situation de handicap. Parfois, ces personnes ne vont même pas mettre ce mot-là dès le début. Pourtant, elles ont besoin d'aide, donc il faut qu'elles se sentent écoutées et accueillies. Je dirais ça pour répondre à la première question. Et la deuxième qui était comment faire face à une personne qui ne veut pas du tout porter les prothèses ou tout ça. Bon, je pense qu'encore une fois, il faut prendre le temps d'écouter la personne à ce moment-là. Pourquoi ? Parfois, ça va être des choses que peut-être vous pourrez régler au niveau justement des réglages. Parfois, ça va être un inconfort douloureux, peut-être un embout qui ne va pas, qui gratte quelque chose. Parfois, ça va être de l'esthétique. Ah oui, mais c'est moche, ça se voit, nanana. Bon, ça aussi, c'est des arguments qu'on peut peut-être un petit peu travailler avec la personne. Je pense qu'il faut lui laisser arriver à son rythme. Et puis, et si l'entourage est conciliant, essayer de prendre un peu aussi appui sur l'entourage pour qu'il puisse répéter nos arguments à la maison. Maintenant, quand on est face à quelqu'un qui ne veut pas du tout porter ses prothèses, ma foi, je pense qu'il ne faut pas se braquer, il ne faut surtout pas le prendre personnellement en tant que professionnel. Parfois, ça n'aura rien à voir avec vous, ni avec ce que vous pouvez proposer. Au contraire, on laisse les personnes aller un petit peu à leur rythme et puis on voit ce qui se passe. Et puis si elles s'en vont et qu'elles ne reviennent pas, tant pis. Il y a quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, qui est l'aspect financier. Alors, l'étude d'Abdelawi, elle a été faite en 2013, c'est-à-dire avant le 100% santé, et notamment dans les facteurs, je ne l'ai pas cité ici, mais ils amenaient la question des moyens financiers des personnes. Aujourd'hui, ça, c'est un petit peu différent avec le 100% santé. Néanmoins, ça peut toujours être intéressant d'expliquer le prix des choses aux gens pour un petit peu, leur dire, ça coûte tant. Donc, l'investissement, peut-être qu'il peut être aussi en rapport avec cet argent qu'ils vont mettre, ou pas d'ailleurs, mais quand même leur expliquer quels sont les financements, la sécurité sociale, les mutuelles, etc. C'est un peu ce qu'on fait avec les implants cochléaires. Pour le coup, on explique à chaque fois le prix que ça a et voir un petit peu l'investissement des gens. Donc, c'est un sujet à part entière, il faudrait faire une présentation sur ça, mais j'espère que ça peut répondre aux questions en tout cas. Merci beaucoup. Donc, on va conclure cette session sur l'optimisation des résultats prothétiques. Et je voudrais remercier particulièrement la dernière présentation parce que, en tant qu'audioprothésiste, on est assez focalisé sur la technique et c'est bien qu'on ait de temps en temps un éclairage sur la psychologie du patient pour optimiser les choses.